sous sa main droite la couronne et le sceptre, qui sont déposés, ce qui a fait dire à certains historiens un petit peu malveillants, enfin oui, mais finalement, c'est plutôt la statue d'un monarque déchu. L'historien, vous savez, a une forme spéciale. Elle, symbole de l'Empire, la statue, de chaque côté, deux statues allégoriques, qui n'avaient pas de scrupules à mettre. Il n'aime pas tout ça. Et même le dernier, que j'aime beaucoup pour tout un tas de raisons, je dis merci pour tout un tas de raisons, au début, il avait mis un grand calicot pour que quand on rentre dans l'église, on ne voit pas le tombeau. Ah oui, c'est pas mal. On adore Dieu, on adore Alors, c'est ça, moi je dis, les gens après, non. Et là, c'est quel c'est un anniversaire? Portez vos armes. Présentez vos armes. On exhume un nouveau chat, on creuse un petit trou dans le parc du château de Saint-Leu, on met à sa place, bon, qu'est-ce qu'il a fait ici? Lui aussi, il a fait 3. Le 4 janvier 1802, il se marie avec Hortense de Beauharnais, la fille de l'épouse de son frère, alors premier consul. Cette union, manigancée par Joséphine, est loin d'être heureuse. À l'avènement de l'Empire, Louis est nommé connétable. En 1806, il devient le premier roi de Hollande. En effet, sous la pression de Napoléon et à l'insu du peuple hollandais, une délégation du gouvernement hollandais se voit contrainte de demander à Napoléon que le prince Louis-Napoléon soit nommé et couronné roi héréditaire et constitutionnel de Hollande. L'empereur adhère à ce vœu et autorise Louis à accepter la couronne. Lors de la cérémonie d'acceptation, Napoléon s'adresse en ces termes à son frère. « Vous, prince, régnez sur ces peuples. Que la Hollande vous doive des rois qui protègent ses libertés, ses lois, sa religion, mais ne cessez jamais d'être français. » Mais les divergences de vues se feront vite jour entre les deux frères. En effet, Louis entend défendre les intérêts de ses sujets, comme l'a relaté M. Karletzky tout à l'heure, alors que Napoléon n'attend de lui qu'une obéissance passive, servant uniquement à tirer de la Hollande le maximum au profit de son empire. La Hollande, pays essentiellement commerçant et maritime, souffrait énormément du blocus continental et la contrebande s'y développait. Louis, sous peine de ruiner entièrement son pays, déjà épuisé par 11 années d'alliance imposées par la France, ne pouvait faire appliquer le blocus dans toute sa rigueur. D'autant plus que les finances du royaume ne permettaient pas l'entretien des forces armées nécessaires. Obligé de céder le Brabant hollandais et la Zélande, mis dans l'impossibilité
par les exigences de Napoléon de s'acquitter de ses devoirs envers ses sujets, Louis abdique en juillet 1810 et s'enfuit en Bohême. Napoléon annexe alors la Hollande à l'Empire. Reste là, reste là. De la berline de l'empereur. Le conservateur de l'époque, M. Père, avait bien voulu nous donner de notre cher. Le son, il est de là, mais il est à son. C'est bon. À mon avis, ça va aller. Oui, c'est sûr. Elles ont été redonnées à la France, mais pas tout de suite. Regarde, tu vas le voir arriver. Il est de l'autre côté, lui. Napoléon qui s'est foutu de l'autre côté. En 1799, Magdeleine est d'un père inconnu, comme le mentionne le registre d'état civil, qui serait cependant un certain Thomas Nicolas Senez, qui vivait en concubinage avec leur mère. Après la première abdication, à Fontainebleau, en avril 1814, lors des 100 jours et à Waterloo, il continue d'être auprès de Napoléon. Ils le suivent également à la Malmaison lors de la seconde abdication fin juin 1815. Devant préparer son second exil, qui devait le conduire à l'île de Sainte-Hélène, les frères Archambault sont choisis pour accompagner l'empereur. Achille sera piqueur dans le service des écuries, placé sous l'autorité du général Gourgaud. De nouvelles restrictions sont imposées aux captifs et en septembre 1816, une réduction de budget intervient, obligeant de réduire le nombre de personnes attachées au service de Longwood. 4 personnes sont alors renvoyées en Europe, dont le cadet des frères Archambault, Joseph. Une fois rentré en France, il s'installe à Sannois et grâce à son passé comme compagnon de Napoléon Ier, ainsi que de 2 legs de 50 000 francs et de 10 000 francs que l'empereur a portés sur son testament, il devient un... Achille est présent à l'ouverture du cercueil, comme ses anciens compagnons d'infortune de 1815 à 1821. Rentré en France, il prend une retraite bien méritée, et lors de l'ascension politique du prince Louis-Napoléon, qui deviendra Napoléon III, il est enthousiasmé par la progression vers le rétablissement de l'Empire. Monsieur le Président du Souverain français, Monsieur le délégué du Val d'Oise, Daniel Bayon, je tiens encore à vous rendre tous mes remerciements, et puis Monsieur le maire de vous gratitude pour honorer notre présence à cette cérémonie. Je constate que votre cimetière, on ne l'a pas dit, c'est un petit père Lachaise, parce qu'en jetant un petit coup d'œil... En 1789, il ne faut jamais oublier que Napoléon avait 20 ans en 1789, et donc c'est le jeune de la Révolution. Et les armées de l'Empire, ce sont d'abord les armées de l'an 2. Ce sont d'abord les soldats de l'an 2. Et qui sont allés à la conquête de l'Europe
pas seulement pour conquérir des territoires, mais d'abord pour y amener une administration, des valeurs, les valeurs de la République. Napoléon est resté, même si... Présentez vos armes. Comment? Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Avec le drapeau des APN. Ah, Daniel. Votre Majesté nous offre à boire après parce que certains de gros, un peu sec. Hein. Oui. Oui. Mais on va aller voir avec ça avec la mairesse. Sur votre tente, si. T'as pris? Donc Bah non, j'ai pas de recul. on va attendre. Ah, viens là, viens là, viens là, 20 minutes viens et ici. Madame le maire qui fasse le mariage. Hein? Bah prends-la ici. Bah oui, mais on va pas l'emploi là. Daniel, tu peux te pousser peut-être? On va pas l'emploi. Pour tous. Si vous voulez prendre des photos, allez-y, c'est le moment. Hein. Allô, allô, allô. Pour les personnes qui ne sont pas adhérentes aux APN, c'est 10 € la photo. Vous allez y arriver? Faut évoluer. Mets ta main pas dans ta culotte, mais dans entre chines. Attends, restez là, hein, les petits. C'est bien, c'est bien. Attends, Léon, quand c'est notre partie. Bah, ouvre pas tous les boutons, hein, ouvre pas ta culotte. Les petits. T'arrives pas? Non, non, vous avez pas fait les photos, attends. Les APN. Pour les autographes après la cérémonie. Tu l'as pris, Elisabeth? Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis devant l'église de Champagne-sur-Oise afin de rendre un hommage à Jean-Baptiste Juvénal Corbineau, né le 1er août 1776 à Marchiennes dans le Nord, décédé à Paris le 18 décembre 1848 à l'âge de 72 ans. Il fut général de division et servit brillamment lors des campings du Premier Empire. Il totalisa 33 blessures. Il fut nommé comte de l'Empire, décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur et nommé pair de France. Les trois frères Corbineau, donc l'aîné, Jean-Louis Constant, né en 1772, officier, qui participa entre autres aux campagnes de Prusse et de Pologne, la bataille d'Austerlitz. Le second, Jean-Baptiste, et le troisième. Présentez vos armes. Comment? Pour ensemble, gardez-vous. Portez vos armes. 1, 2, 3. Vive l'empereur! 1, 2, 3. Vive l'empereur! On est toujours républicains. Le personnage illustre l'emplacement de la demeure où